et que nous accueillons les participants à notre deuxième table ronde. Cette table ronde réunira Alain Rousset, président du Conseil régional d'Aquitaine, Jean-François Macaire, président du Conseil régional de Poitou-Charentes, Bruno Belin, président du Conseil départemental de la Vienne, et Maryse Lavrard, première adjointe au maire de Châtellerault. C'est Baptiste Bise, responsable de la rédaction de La Nouvelle République et de Centre Presse à Poitiers, qui va conduire ce débat. Merci. On va peut-être commencer avec vous, Maryse Lavrard. Vous allez faire la jonction entre l'économique et le politique. Vous êtes élue dans un bassin industriel, et Alain Claës vient de le redire, où on commence à sentir les premiers effets de la reprise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi il est aussi important pour Châtellerault d'avoir une meilleure desserte? Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Alain Claës de ce qu'il vient de dire, parce que ça traduit vraiment la réalité, et ça traduit aussi la réalité politique, qui est qu'il y a une union dans ce département, entre la ville de Poitiers et celle de Châtellerault, pour défendre le même combat. Et le combat, c'est effectivement le territoire de Châtellerault qui, dans les années de crise 2008, a connu de gros soucis et qui actuellement rebondit merveilleusement bien. Le président Rousset en a fait l'expérience aujourd'hui avec Jean-François Macaire. Nous avons visité un grand nombre d'entreprises depuis ce matin. Et en particulier grâce à l'aéronautique, mais pas que grâce à l'aéronautique, ce territoire rebondit. Il faut savoir que Châtellerault, c'est quand même 500 entreprises, c'est 10 000 emplois salariés, c'est un bassin d'emploi de 80 000 habitants, c'est une zone de chalandise de 120 000 habitants, c'est pas neutre la Vienne, c'est pas que Poitiers, et je remercie Alain Claës de dire ceci. Et c'est vrai que le nombre de voyageurs dans une gare, c'est très important. Alors 2 millions et quelques à Poitiers, seulement 550 000 à Châtellerault. Mais ce n'est pas le seul élément. Parce que si on n'a pas de quoi permettre à nos entreprises qui ont, pour la plupart des centres de décision sur Paris, de faire rapidement et souvent le trajet Paris-Châtellerault, c'est vrai qu'on en souffrira. Donc la demande est la même que celle que viennent d'exprimer les chefs d'entreprise qui étaient à votre place. Ah, clairement, c'est une question de cadencement, ça c'est sûr. On a actuellement 6 dessertes dans un sens, 5 dans l'autre. Nous en avions 5 avant la signature de la convention, 5 dans chaque. Ce qui est prévu, c'est seulement 4. Et pour nous, ça n'est vraiment pas possible. Avec une petite amélioration au niveau des horaires, parce qu'on avait un trou en milieu de journée qui, peut-être dans un sens, serait comblé. Mais ce trou, il est indispensable dans les deux sens qu'il soit comblé. Et vraiment, ce qui compte, c'est le cadencement, c'est le nombre de dessertes. Puis je voudrais rajouter aussi que quand on a signé la convention, on gagnait 3 minutes sur Paris. Autant dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est rien et ce n'était pas l'intérêt. L'intérêt, c'était de garder les mêmes dessertes. On gagnait 37 minutes sur Bordeaux, en théorie. Or, aujourd'hui, nous n'avons plus aucun train direct sur Bordeaux dans la prévision. Et je ne me rendais pas compte autant qu'aujourd'hui, et je remercie le président Rousset, que c'était aussi important, cette liaison sur Bordeaux, non seulement au regard de la grande région politique qui se dessine, bien évidemment, mais aussi au regard des entreprises, car nous avons visité des entreprises ce matin qui ont beaucoup de sous-traitants dans la région Aquitaine et qui travaillent au quotidien avec ces entreprises. Donc les deux liaisons sont importantes. Or, n'avoir aucun train prévu direct Châtellerault-Bordeaux, c'est quand même pas tenable, c'est pas du tout ce qu'on a signé dans la convention. Alors je voudrais être positive, comme l'a été Alain Claës, globalement, mais quand même, il faut qu'on se batte, et on se bat, et je crois que ce qui est très bien, c'est que tout le monde se bat aux côtés de Jean-Pierre Abelin, et c'est positif. Il est peut-être bon de rappeler aussi que c'est très important pour vous, cette desserte, pour les touristes qui se rendent notamment à La Roche-Posay, pour les curistes. Voilà, alors il y a quelque chose dont on a parlé du tourisme au regard du Futuroscope, mais on pourrait aussi parler du thermalisme. Et La Roche-Posay, c'est la gare de Châtellerault. C'est 8000 personnes, 8000 curistes par an. C'est à peu près un tiers qui viennent par le train. Donc ça n'est pas du tout négligeable.
à la fois pour la station thermale et à la fois pour le spa, où il y a aussi le même pourcentage de clientèle qui vient par le train. Donc ça, c'est aussi une desserte. Et dans le cadre de, j'espère, la future grande agglomération de Châtellerault, en tout cas, c'est très important. Bruno Belin, c'est également votre discours de dire que la LGV, cette LGV, quand le département a décidé de participer à son financement, c'était un outil d'aménagement du territoire. Pourquoi il y a des crispations aujourd'hui, voilà, pour reprendre le terme que vous avez employé, avec des poussées même de tension ça et là. C'est ce qui a été vendu à l'époque. Ce n'est pas le constat d'aujourd'hui. On a tous cru que ça allait être mieux, plus vite, pas moins cher, mais pas plus cher. Or, on se rend compte dans la réalité, maintenant que le calendrier se précise, parce que finalement il se précise, 1er juillet 2015 est là pour préparer et caler les choses pour 2017, on réalise que finalement, il y a moins de trains, ça va être plus de temps, et ça va coûter plus cher. Parce qu'on a peut-être les contrats de l'époque, en tout cas, ce que voit le contribuable et l'usager moyen du Poitou, c'est que ça va lui coûter entre 10 et 15% plus cher. Si c'est le même prix qu'à Lyon, je vous assure qu'il s'en fiche. Il se rend compte qu'il y a moins de trains, ça va être plus compliqué, il faudra peut-être partir plus tôt, il faudra peut-être revenir plus tard, et en plus, c'est plus cher. Donc les collectivités dont la seule ressource, c'est la fiscalité, la participation du département de la Vienne, c'est l'équivalent de 60 points d'impôt. Donc ça ne peut pas nous convenir. Parce que le département a une vision évidemment globale du territoire, avec le Futuroscope, avec la place de Poitiers, avec Châtellerault. Moi, je rejoins sur un point complètement à la classe, la Vienne ne sera forte que si Poitiers est fort. Et tout ce qui va fragiliser Poitiers fragilisera l'ensemble du département. Et cette vision globale, on la partage complètement avec Jean-Pierre Ablin et Alain Claes, c'est qu'il y a la LGV, mais il y a aussi l'université, parce qu'il faut la matière grise, il y a le CHU, il y a l'aéroport, tout ça, ce sont des points qui seront utiles à Poitiers dans ce rayonnement de cette grand axe Paris-Bordeaux. C'est une chance de se rapprocher de Bordeaux, 4e ville de France, connue sur toutes les tables du monde, mais pas à n'importe quelle condition. Et les le 60 points département de la d'impôt, Vienne dit pas à n'importe quelle condition. Les 60 points d'impôt auxquels vous faites référence, ça représente quelle somme ? Aujourd'hui, nous avons un contrat qui serait sur une base d'une trentaine, voire 32 millions d'euros. Il doit être à jour sur pratiquement 25 ou 27. Stop. Stop. Oui, vous avez suspendu les versements en février en disant, clairement, on s'est fait avoir. Nous cessons. Alors, est-ce qu'il y a eu marché de dupes? Est-ce qu'on a mal compris à l'époque? Voilà. En tout cas, le message qui était reçu de tous les acteurs publics de l'époque, et tous les acteurs publics, je voudrais rassurer M. Dessert, ne viennent pas de la fonction publique ou n'ont pas un parcours public. Il y a aussi des professions libérales et des chefs d'entreprise, et aussi des privés, qui comprennent un peu le monde de l'entreprise. On a tous cru à l'époque que ça serait mieux, moins cher, plus près, plus vite. Voilà, c'est le progrès, tel qu'on l'a imaginé, tel que nos grands-parents nous l'ont appris. Ben, c'est pas ça aujourd'hui. Et Maryse Lavrard, vous avez également le sentiment, le Pays Châtelleraudais participe aussi au financement, oui, pour reprendre l'expression de vous êtes fait avoir? Ben, un peu quand même, hein. On a fait comme le département, on a stoppé nos versements, mais c'est vrai que la participation n'est pas si importante. Jean-Pierre Ablin rappelle aussi que s'il n'y avait pas eu cette participation, il n'y aurait peut-être plus du tout de TGV à Châtellerault. Voilà, il faut voir l'aspect positif, comme disait M. Claes. C'est évident qu'on n'avait pas le choix. Si on y est allé, c'est parce qu'on croyait vraiment qu'il fallait y aller, et que si on n'y allait pas, c'était sûr, on restait à la porte. On y est allé, on n'est pas tout à fait monté dans le train, mais on va essayer d'y arriver. Cher Baptiste Bise, il n'y aurait pas eu de participation de la Vienne, le train pour aller de Paris à Bordeaux serait quand même passé par la Vienne. Ça, c'est à peu près certain. Ce que dit Jean-Pierre Ablin, c'est qu'il aurait pu n'y avoir qu'une gare à Biard, par exemple, avec un arrêt à Biard, pas de gare à Châtellerault, plus de Futuroscope et pas de Poitiers-Centre non plus. Voilà. Voilà. Le maire dit c'est stupide. C'est le genre de sujet qu'il faut évacuer. Ah, ouais, pourquoi? Pour quelles raisons des gens de Montmorillon, des gens d'Usignan ne pourraient pas bénéficier de la LGV? Je ne comprends pas ça. Si on décide, ça m'arrangerait de faire une gare à Biard. Comment on va faire? Les gens d'Usignan qui vont arriver en TER, ils vont prendre un car pour aller à la nouvelle gare. C'est le type de fausse bonne idée. Il n'était pas question de relancer le débat sur l'opportunité de la gare de Biard. C'était juste rappeler que s'il n'y avait pas eu la participation financière des entreprises, au niveau de 40 km, il faut être capable de faire venir des voyageurs. Je crois que c'est ça. Mais alors, où Bruno a raison, si on ouvre, je ne veux pas être désagréable avec ceux qui nous invitent,
Mais cette convention ferroviaire est du même tonneau que les conventions autoroutières. Et je peux vous dire, bon courage à l'État d'un point de vue juridique, c'est blindé de chez blindé. Hein? Et donc, ces conventions, c'est la première fois en France qu'une telle convention a été signée, car c'est une convention d'exploitation jusqu'en 2061. Je vous avais promis de ne pas être désagréable, donc je vais en rester là, mais ça mériterait quand même qu'après coup, on ait une petite réflexion. Ça va coûter très, très, très cher à l'État. Regardez la difficulté que l'État a eue récemment quand il a voulu renégocier au niveau autoroutier certaines conventions. J'ai rien contre Vinci, ils ont fait un chantier formidable. Mais c'est un sujet quand même extrêmement important. On va reprendre le micro peut-être, si ça ne vous dérange pas. Merci. Monsieur Macaire, justement, sur le financement, vous avez un discours... La région n'a pas participé au financement, effectivement. C'est le seul qui n'a pas payé. Il peut payer plus, facile. Vous dites qu'il y a effectivement un problème dès le départ, dans le financement de cette ligne, dans le montage qui a été fait à l'époque, en 2009, et tous les problèmes d'aujourd'hui viennent de là. Ça n'est plus à démontrer. On le voit aujourd'hui, hein, que le montage... Mais avant de parler du montage, je voulais rappeler pourquoi la région s'est mobilisée. Parce qu'au mois de décembre, Jacky Aymon est là avec Georges Tupart et Anne-Marie Vazac et d'autres élus pour en témoigner. Lors d'une réunion où il y avait la SNCF et l'ISEA, nous avons eu connaissance des premiers projets de desserte. Et là, nous avons dit, ça, c'est pas possible. Angoulême était pratiquement rayé de la carte. Il n'y avait pratiquement pas de desserte, c'est un point. Parce que là, on est dans la Vienne, mais elle est en Charente, c'est pire. Il y avait aussi les enjeux par rapport à l'antenne Poitiers-La Rochelle. Je suis allé à la télévision avant Noël pour dire qu'on n'était pas d'accord. Il y a donc un facilitateur qui a été nommé. Mais en regardant vraiment en profondeur ce dossier, évidemment, c'est une réussite technique remarquable. Évidemment, ça peut devenir une réussite commerciale formidable, mais il y a une condition, je vais y revenir, et une réussite en termes d'aménagement du territoire, une opération d'aménagement du territoire formidable. Mais tel que c'est monté aujourd'hui, donc je ne parle pas de l'opportunité de la réaliser, hein, mais je parle du montage financier, du modèle économique de cette ligne. Ça n'est pas une ligne d'aménagement du territoire. C'est une ligne qui a été pensée pour aller de Paris à Bordeaux et pas pour desservir les territoires entre les deux. Pour desservir les territoires, forcément, il y a un coût ajouté qu'aujourd'hui, la SNCF n'arrive pas à équilibrer. Et moi, quand on me dit que l'exploitation telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est-à-dire qui nous convient à personne, hein, va générer 150 millions de déficit à la SNCF. Pour moi, la SNCF, je dis, c'est notre bien à tous. Hein. C'est une entreprise publique. Elle nous appartient à nous tous. Donc, moi, je me sens concerné et je ne trouve pas acceptable qu'il y ait 150 millions de déficit et que, quelque part, c'est là que ça ne va pas. Donc, vous vous dites qu'il faut refinancer. Alors, moi, je dis, il y a deux scénarios. Prenons le scénario catastrophe. C'est celui dans lequel on est parti. Là. La SNCF va maintenir, c'est un scénario, hein, ce n'est pas une annonce, dans ce scénario numéro 1, la SNCF va maintenir sa proposition. On va peut-être discuter des horaires, mais on va garder la même desserte pour ne pas alourdir son déficit. L'ISEA va avoir un problème, parce que finalement, le nombre de péages qui va être acquitté par SNCF ne sera pas à la hauteur. Même SNCF Réseau, qui a dû mettre 1 milliard, vous l'avez vu, hein, qui doit rembourser 1 milliard, en plus de la dette contractée par l'ISEA, il y a aussi la dette d'1 milliard de SNCF Réseau. N'arrivera pas non plus à rembourser sa dette, et donc va supprimer des travaux sur les voies existantes, alors que c'est là qu'il faudrait faire la priorité. Les voyageurs ne seront pas contents parce qu'il y aura moins de trains, les entreprises ne seront pas contentes, les territoires ne seront pas contents, on va dans le mur, et voire même, si jamais, imaginez que l'ISEA n'arrive plus à équilibrer ses comptes, il faudrait que l'État qui a garanti les emprunts, que ceux qui ont garanti les emprunts de l'argent public, on remette encore de l'argent public, qu'on remette de l'argent public pour boucher le trou à la SNCF, ça c'est le scénario catastrophe. Donc moi je dis, si on n'arrête pas ça, on va vers quelque chose qui ressemble un peu, même si ce n'est pas tout à fait comparable, à Eurotunnel. Donc je propose moi une autre formule, qui est de dire,
Ça peut arriver à chacun d'entre nous de se dire on s'est trompé. On ne s'est pas trompé en faisant le choix de faire la LGV, mais on s'est trompé en 2009 quand on a fait le montage financier. On s'est trompé, il n'a pas été adapté à l'usage qu'on veut faire de cette LGV, c'est-à-dire à la fois de créer une liaison Paris-Bordeaux rapide et, je dirais, pendulaire, hein, et puis aussi de donner un minimum de gains en desserte et en temps, même si c'est surtout les dessertes, à Poitiers, à Châtellerault, à Futuroscope. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je vois deux choses. D'une part, je pense qu'il faut que l'ISEA, c'est très difficile que je vais dire, donc j'en suis conscient, mais que l'ISEA accepte de renégocier le contrat. Parce que si on ne renégocie pas ce contrat, et ça c'est une discussion avec l'État et la SNCF, si on ne rediscute pas ce contrat, nous aurons forcément un problème. Il faut aussi que l'État refinance le milliard qui pèse aujourd'hui sur SNCF Réseau et qui alourdit le péage encore plus. Parce que, vous ne le savez peut-être pas, mais le péage, on va le payer entre Tours et Bordeaux. Mais on va le payer aussi entre Paris et Tours, alors que la ligne elle est déjà existante. Il y aura un surpéage entre Paris et Tours. C'est dommage que la SNCF ne soit pas là, mais moi je me sens limite aussi concerné par ce service public et j'ai envie de dire les choses qu'ils nous disent. Il y aura aussi ce supplément-là à payer. Donc, prenons le problème, remettons-le à plat, regardons comment, une fois que l'ISEA a payé son exploitation, qu'elle a payé sa dette et qu'elle a rémunéré d'une façon honnête mais pas excessive ses actionnaires, eh bien, reprenons les choses par ce biais-là. Parce que ce péage, moi je n'ai jamais vu le vrai prix. Je ne sais pas pourquoi, on ne le trouve pas dans la presse. Mettons-le sur la table. Et il ne devrait pas être calculé en fonction de ce contrat, il devrait être calculé en fonction de la capacité qu'on a nous tous quand on prend le train à payer, parce que c'est nous qui payons au bout du compte ce billet qui va augmenter de 15% d'ailleurs, je le dis entre parenthèses, par-dessus le marché, ce qui ne sera pas très attractif pour les voyageurs non plus. Donc si on ne fait pas cet effort-là, qui est de dire on s'est trompé, on remet les choses à plat, je suis pas, excusez-moi, mais je ne suis pas optimiste là pour le coup. Je pense qu'on aura peu de chance d'y arriver. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'on nous dise bon, allez, ok, on vous rajoute une ou deux liaisons parce que, à force, la SNCF va rajouter des liaisons. Et puis, il y aura son déficit. Et l'année suivante, encore du déficit. Et l'année d'après, encore du déficit. Et un jour, il y aura un gestionnaire public avisé qui dira ben, arrêtons de faire des déficits. Et on va repartir encore dans les mêmes problèmes. Donc là, vraiment, en ce moment, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à reposer cette question-là, remettre à plat le financement. D'accord. Alors, la question que je pose à l'ISEA, c'est est-ce que l'ISEA est prêt ou pas à rouvrir la discussion sur le traité de concession? Et je pose la question aussi à l'État, est-ce que l'État est prêt ou non à rouvrir le financement? Et dans ce cas-là, effectivement, nous qui avions peut-être eu raison avant les autres en voyant tous les problèmes qui existaient, eh bien, reposons aussi la question des collectivités locales, comment elles participent à tout ça. Bon, les questions sont posées. On va peut-être donner la parole à M. Rousset. Vous proposez un grand emprunt pour financer le prolongement de ces lignes vers l'Espagne et vers Toulouse. Est-ce que ce que propose M. Macaire, là, vous semble envisageable? Alors, on a des petites différences avec Jean-François sur ce plan-là. Moi, je ne regrette pas la bataille que j'ai menée depuis 15 ans pour avoir la LGV sur le sud-ouest. Je ne la regrette pas un moment. Nous vivons aujourd'hui sur des lignes du 19e siècle. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est pour ça que la région Aquitaine a mis 300 millions d'euros. Et que je ne le regrette pas, même si, dès le début, on savait que ça allait être difficile. Je ne le regrette pas pour les entreprises, pour les gens, pour les territoires. Il faut arrêter de réfléchir en se posant des questions qui n'ont rien à voir avec la préparation de l'avenir. Cette ligne, c'est la relation à l'Espagne. C'est la relation à Toulouse. C'est d'ailleurs Toulouse qui est la 4e ville de France, je le rappelle. C'est des bassins d'emploi extraordinaires. La révolution des temps, elle sera plus d'ailleurs en direction du sud qu'en direction du nord. De Bordeaux à Madrid, il faut aujourd'hui 14 heures. Il faudra 4h30 demain. Je ne sais pas si on mesure ce que, au niveau des entreprises, au niveau de nos concitoyens, le changement de modèle, parce que sur Bordeaux, il va y avoir 8 millions de voyageurs en plus. Sur Bayonne, il va y avoir 3 millions de voyageurs en plus. Donc il va bien falloir qu'on vide les avions et qu'on mette toutes ces personnes dans le train.
on est bien en train de vivre une révolution de la mobilité. Donc les lignes ferroviaires à grande vitesse ont vraiment de l'avenir, selon vous? Écoutez, pour l'instant, la SNCF gagne 10,4% sur les lignes LGV. Donc ce qu'on lui demande, c'est effectivement d'avoir une mutualisation nationale. Ce qu'on a dit sur les lignes du Sud-Ouest, c'était, je crois, je me tourne vers l'ISEA, autour de 4 à 5%. Hein? En plus, on va avoir une liaison Toulouse-Bayonne, l'Espagne, en direct. Donc c'est l'ensemble qu'il faut. Et il faut que nous ayons tous un discours qui soit positif, même si Jean-François là-dessus a raison. Mais ça ne doit pas être le principal. Le problème du modèle, ce n'est pas le modèle de cette ligne, c'est le financement par l'État ou par l'usager, compte tenu de la dette d'RFF, enfin de SNCF Réseau, de tout le réseau ferroviaire. Le problème aujourd'hui, c'est que SNCF perd 1,5 milliard par an parce que l'État français met 1 milliard de moins que les autres États. C'est ça, tout simplement. Donc il y a un nouveau modèle à établir. Et que par ailleurs, il faut que la SNCF se réforme suffisamment parce qu'elle n'est pas sur un modèle d'organisation suffisamment performant. Hein? Moi, en tant que président de région, et ça fait longtemps que je demande des comptes, je ne sais pas quand mes trains rentrent dans le garage que j'ai payé en totalité et quand ils en sortent. Hein, c'est complètement hallucinant. C'est un modèle d'organisation qui est beaucoup trop coûteux. C'est pour ça que la commission Duron dit sur les TET, il faut qu'on mette un peu de concurrence. C'est le modèle allemand, le modèle public allemand, il faut quand même le savoir, c'est 30% moins cher. La Bundesbahn, 30% moins cher. Il faut quand même qu'on se pose cette question. Sinon, alors à ce moment-là, les élus que nous sommes, on plie les gaules et on vote 130 millions d'euros par an, simplement. Moi, je veux des comptes. Je représente les contribuables. Je veux des comptes, y compris si c'est une entreprise publique. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc oui, c'est un bon projet. Alors, il faut peut-être regarder maintenant, parce que dans ce que dit Jean-François, il y a le fait aussi que les pouvoirs publics, et c'est tout le débat que j'ai, moi, avec des groupes comme Vinci, les pouvoirs publics, en confiant pieds et poings liés, et parfois les yeux fermés, en n'ayant pas une capacité d'évaluation, d'ingénierie publique sur des contrats aussi compliqués, à un moment donné, et c'est tout le drame des PPP. Parce que quand on a un groupe comme Vinci, comme Bouygues, etc., il est capable de s'assurer des avocats, des ingénieurs, des fiscalistes, etc. Et nous n'avons pas, au niveau des pouvoirs publics, les moyens d'avoir la compétence. C'est pour ça que je suis relativement réservé à l'égard des PPP, même si sur une opération comme ça, je ne vois pas comment on l'aurait sorti. Quatrième observation. PPP, partenariat. Partenariat public-privé. Quatrième observation. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que depuis 2000, il y avait tellement de demandes des territoires, de toi, de moi, d'X ou d'Y, de gauche et de droite, de Bretagne, de l'Est, etc. Il fallait aller à Strasbourg, il fallait contourner Béziers, tout le monde voulait son TGV. 250 milliards de dépenses. Qu'est-ce qu'a trouvé l'État qui n'a pas eu le courage, la gauche et la droite d'ailleurs, hein, de trancher, de dire quelles sont les priorités, sauf Duron qui a commencé à le faire, en disant il faut que ça aille vers l'Espagne et vers Toulouse. Qu'est-ce qu'a dit l'État? Collectivité locale, vous allez payer. Donc en se disant, ils auront un peu la pétoche, comme ils ne pourront pas tous payer, on arbitrera comme ça. Sauf que tout le monde a mis de l'argent. Tout le monde a mis de l'argent. Mais il n'y a pas que Jean-François. Il n'y a pas que Jean-François. Je suis pas sûr. Pas que Jean-François. Non mais si tu me dis aujourd'hui, pardon de le dire, non pas par solidarité partisane, mais si tu me dis aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit aux élus d'Aquitaine, j'arrête de payer, je dis que c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est donner les moyens à ceux qui sont contre les lignes à grande vitesse aujourd'hui, parce que le débat il ne s'arrête pas qu'à la desserte, et je vais terminer par ça, c'est de dire, je vais aggraver le déficit puisque je ne mets pas ma part, okay, je vais aggraver le déficit d'investissement, donc pourquoi? Je veux dire, je rentre dans le jeu de ceux qui, à la SNCF, dans les ministères, disent il faut arrêter, parce qu'on a besoin d'abord de réparer les lignes d'aujourd'hui. Or, réparer les lignes et faire ces grands projets ferroviaires, c'est aussi important, même,
et j'en terminerai là pour d'autres questions, même si, bien entendu, le projet de desserte aujourd'hui, que ce soit celui de Bordeaux, d'ailleurs, enfin, pardon de le dire, moi je suis aquitain, voilà. Bordeaux, on va avoir 6 trains de moins, 7 trains de moins sur Bordeaux, pour les Bordelais. Et le patron de l'ISEA l'évoquait tout à l'heure, dans le modèle économique ou dans l'économie du transport, s'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. C'est ce qu'on a bien observé sur Lyon et Marseille. Donc il faut qu'on se mobilise tous, effectivement, pour obliger SNCF à revoir non simplement, comme le craint Jean-François, sa copie à la marge, mais à revoir totalement sa copie. Bien entendu, je suis d'accord avec Alain Claes, il ne s'agit pas de demander tout et de tout avoir. Ça serait stupide, on n'est pas là en train de jouer ce que nous-mêmes on critique quand on est aux responsabilités. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, il faut qu'on se mobilise tous. Je veux dire par là, quand il y a des opérations d'investissement de ce type, qui sont des investissements d'avenir, et je l'ai vu avec la commission d'enquête, on l'a bien vu avec la commission d'enquête, qui part sur la ligne qui part sur l'Espagne, ça n'a pas de sens que Bordeaux soit un cul-de-sac. Il faut aller vers Toulouse, il faut aller vers l'Espagne, mais il faut que tout le monde se mobilise. Vous dites ça parce que vous vous sentez seul pour le moment ? Non, j'ai réuni 300 personnes l'autre jour. Non mais 50 personnes à l'extérieur de la région font plus de bruit auprès des médias que 300 personnes représentant les organisations syndicales de salariés, représentant le mouvement associatif, représentant les élus politiques de tous bords, etc. Voilà. Quand il y a un grand projet aujourd'hui, les hostiles crient plus fort. Et nous sommes dans une situation paradoxale, c'est l'air du temps. Méditez cela. Nous sommes dans une situation anxiogène, on a peur, on veut tout le monde que notre économie redémarre, mais chaque fois qu'il y a une opération un peu importante qu'on veut faire, on dit halte là, on va mettre en cause un ruisseau, on va traverser, moi j'ai même un truc, alors je suis en train de le vérifier, on me dit ça va détruire le Sauterne. On sait que Jean-François qui adore le Sauterne... Ça c'est un sujet sérieux. Voilà, c'est bien entendu totalement faux, quoi. C'est bien entendu totalement faux. Mais aujourd'hui, il suffit... On nous dit aussi, mais réparer les voies existantes. Mais réparer les voies existantes, c'est dans des zones urbanisées, avec une casse des gens qui habitent de part et d'autre. Quand vous prenez un train pour aller jusqu'en Espagne, non seulement il faut vous arrêter à la frontière parce qu'il n'y a pas le même écartement de voies, mais en plus vous traversez 10 000 maisons. Mais ces 50 habitants qui sont contre se sont mobilisés, mais les 10 000 personnes, croyez-moi que si demain on faisait passer une 3e voie entre 2 corps de bâtiments, ce n'est pas 50 personnes que j'aurai devant le conseil régional, c'est 10 000. 10 000. Sauf que ces personnes-là ne se mobilisent pas. Le monde de l'entreprise ne se mobilise pas assez. Nous-mêmes, nous ne nous sommes pas mobilisés. Donc il faut qu'aujourd'hui, dans ces problèmes d'enquête publique, de débat public, il ne faut pas qu'il y ait simplement les personnes hostiles, que je respecte, qui se mobilisent. Et il faut que les élus aient des attitudes volontaires, audacieuses. C'est difficile à financer, oui, mais nous ne pouvons pas rester dans notre grande région sur des lignes qui datent du 19e siècle. On va peut-être permettre à Bruno Belin de répondre, puisque vous avez été mis en cause. C'est une erreur de suspendre les versements, et non seulement vous les avez suspendus, mais vous envisagez même peut-être de rapporter la délibération. Plusieurs choses que je viens d'entendre dans les propos d'Alain. D'abord, moi, alors là, le hasard géographique m'a placé entre Alain et Jean-François. C'est vrai que je me retrouve plus dans les propos du président de la région Aquitaine, dans le courage de l'investissement, que dans le retrait, on n'y va pas, quitte à dire un jour qu'on a raison. Je crois que le manque de courage donne toujours tort. Parce que ce qui a été investi, ça a permis de l'emploi, ça a permis de l'infrastructure, ça a permis de l'économie, du carnet de commandes, de l'aménagement du territoire, et c'est très bien. Pourquoi nous, dès le 3 avril, en présence de Baptiste Bise et d'Alain Defaille dans leur bureau, j'ai dit stop? C'est parce que c'est la seule façon d'être entendu. C'est la seule façon. Comment le petit département de la Vienne peut être entendu dans cette grande sphère? C'est en disant stop. On ne veut pas être roulé et on met un grand clignotant sur le fait que... Clignotant, ça me va. Sur ce que... oui, mais clignotant, on fait gaffe.
sur ce qu'on nous a vendu n'est pas aujourd'hui le produit qu'on est en train de déballer au pied du sapin de Noël. On est d'accord. Donc, à ce moment-là, effectivement, on se fait entendre. Et la seule façon de se faire entendre, c'est de dire on ne veut plus payer. Voilà où on en est. Et je maintiendrai cette position. L'Assemblée départementale, unanimement, a adopté cette position pour être entendue au nom de tout ce qu'on vient de se dire et qu'on partage avec Alain Claes, Jean-Pierre Ablin, Maryse, parce qu'effectivement, nous sommes des acteurs des territoires. Nous sommes pour la proximité, pour la desserte, pour l'aménagement du territoire, parce que c'est la seule chance pour la Vienne. Très bien, on va peut-être passer aux questions, parce qu'on a pris un peu de retard sur... Alain Claes voulait réagir peut-être? Alain, viens donc avec nous. Viens donc avec nous. Une question d'Alain Claes, il est maire de Poitiers, pour ceux qui ne le connaissent pas. Présentez-vous. Sans polémique, c'est normal qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on pouvait faire autre chose? Est-ce que l'État pouvait faire, c'est la question que Jean-François a posée, autre chose que cette convention passée entre l'État et l'ISEA? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on arrive à cette chose paradoxale, c'est que la SNCF, avec cette convention, se dit moins de trains passera, mieux ça sera. Est-ce qu'on peut renégocier cette convention? Je crois qu'Alain a donné les éléments de réponse. Je crois que sur ce type de convention publique-privée, l'État prend des risques énormes. On l'a vu sur les conventions de concession autoroutière, l'État a bien tenté de négocier, ça n'a pas duré longtemps. Moi, je veux bien qu'on essaye de renégocier là-dessus. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Je ne pense pas qu'on y arrivera. Hein, parce que s'il y a une faute qui a été commise, et je ne veux pas politiser le débat, elle est à l'origine. Mais que ce soit la droite et la gauche, par rapport à la pression de tous les élus, est-ce qu'il y avait d'autres moyens? J'en sais rien. Voilà. Sur mettre l'argent sur un compte bloqué, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je respecte cette décision, mais ce n'est pas ça qui fera bouger les lignes. Ce n'est pas ça qui fera bouger les lignes. Je crois qu'il y a deux choses aujourd'hui sur lesquelles il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'il n'y ait pas, et je m'adresse à Alain, aucune ambiguïté entre les intérêts de la métropole Bordeaux, intérêts qui sont justifiés, et nos propres intérêts. Je crois qu'il faut qu'on affiche, là aussi, et c'est important pour nos concitoyens, que les intérêts de Bordeaux et des autres territoires sont complémentaires. Il y a une deuxième chose où il faut avoir le courage de dire une ligne TGV ne pourra pas s'arrêter 10 ou 15 fois sur l'ensemble de la ligne. Donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion, y compris dans ce département de la Vienne, entre le TGV et le TER. Je crois que les négociations qui ont été engagées, à la fois par la région Poitou-Charentes, à la fois les rencontres qu'on a pu créer avec le département Châtellerault, on arrivera à un certain nombre de résultats. Mais je maintiens qu'au bout du compte, dans 5 ans ou 6 ans, le juge de paix sera le nombre de voyageurs, l'offre et la demande. Mais je pense qu'il faut qu'on soit optimiste. Je ne dis pas de façon béat, en disant c'est pas possible aujourd'hui, dans la période où nous nous trouvons, dans la période où les entreprises se trouvent, de ne pas vendre positivement cette infrastructure. Moi, je crois que c'est de notre devoir. Ça sera difficile. Il faut dire la vérité. Il y a un certain nombre d'ambiguïtés. Tout ça, il faut le dire. Puisque vous interpellez... Mais est-ce que la Centre-Europe, est-ce que la façade atlantique, le nord de l'Europe vis-à-vis de l'Espagne, est-ce qu'on laisse faire? Si on laisse faire, l'Europe sera structurée aujourd'hui par la région Rhône-Alpes et on sera durablement marginalisé au niveau de la façade atlantique. C'est un sujet de fond. Puisque vous allez les interpeller, on va peut-être demander à M. Rousset et ensuite à M. Macaire de répondre. Écoutez, avec Jean-François, les 2 régions, les 3 régions même, ont pris position pour des horaires acceptables. Alain a raison, il ne s'agit pas de faire arrêter les trains partout et tous les trains partout, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus personne qui viendrait des grands bassins de population. Mais il doit y avoir une position équilibrée, celle d'aujourd'hui, que ce soit pour Poitiers, pour Angoulême, pour Bordeaux, pour Châtellerault et La Rochelle, est inacceptable. Et ce n'est pas un train de plus qu'on réclame. Hein, il y a une marge. Hein. Là, sur les fréquences et sur les cadences,
Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais le problème est encore une fois global et il faut qu'on ait cette double mobilisation. On continue le projet et il y a une vraie proposition de service. Celle d'aujourd'hui ne va pas. Alain l'a résumé, je le redis. Mais je pense qu'il faut qu'on fonce. Il faut qu'on fonce. On ne peut pas remettre en cause... Vous parliez de la vallée du Rhône tout à l'heure. Savez-vous combien il y a de lignes ferroviaires dans la vallée du Rhône? 3. 3 lignes. Une pour le TGV, une pour les TER et une pour les trains de fret. Est-ce que nous voulons mettre des camions sur le train? Il faut libérer des sillons. Parce que sur une seule ligne, c'est le train le plus lent qui rythme tous les autres. Tout simplement. Hein? Est-ce que nous voulons, et là encore Alain a raison, et on a pas mal travaillé, il y avait même une réunion cet après-midi entre Poitou-Charentes et Aquitaine, comment structurer l'offre TER pour améliorer, pour profiter du TGV sur Angoulême, sur Poitiers, sur Châtellerault, etc. Il y a tout ça, il y a tout ce job à faire. Là, on est en pleine responsabilité. Parler de dessin, c'est aussi comment dire, une réponse aux voyageurs du quotidien. On va pouvoir faire un aller-retour dans la journée. Jean-François Macaire, en réaction à ce que disait Alain Claes. Oui, ben moi je constate que le débat porte pas sur le bien fondé du projet. Il porte sur son modèle économique. C'est quand même deux choses différentes. Que sur cette question de modèle économique, je suis un peu moins seul. Sur le bien fondé, vous êtes d'accord quand même? Parce qu'on a le sentiment que vous n'êtes pas tout à fait... La région s'est beaucoup engagée sur l'LGV. Nous n'avons pas financé, in fine, quand on nous a demandé de participer au tour de table général. Mais nous avons financé la formation, nous avons financé mais des sur études. Les 3 barreaux, on vous sent moins enthousiaste. C'est un sujet d'après. Mais là, on va parler du sujet tout de suite, parce que ça, c'est au mois de juillet, là, juin-juillet dont on parle. Hein. Donc je me sens un peu moins seul, parce que de fait, ce soir, je crois que tout le monde a pris conscience qu'il y a un problème sur ce modèle économique qui est mal foutu, qui est mal ficelé, et qu'il faut avoir le courage de le reconnaître et de peut-être ouvrir un peu ce dossier-là. On va donner la parole à la salle. Attendez, je voulais parler à ma voisine. Parce que la question qu'on n'a pas abordée très, très concrètement, c'est l'articulation. On l'a abordée, mais sans en parler vraiment TER, TGV. Nous avons fait ce travail. La région Poitou-Charentes a élaboré un schéma de dessert TGV qu'elle a proposé à Jean Auroux. Et évidemment, ce schéma que nous avons élaboré nous-mêmes, nous sommes évidemment servis au passage en disant on va faire de la bonne correspondance entre nos TER et le TGV pour qu'il y ait du monde qui descende du TER pour monter dans le TGV. En gros, il y a à peu près 20% des gens qui descendent des trains pour des TER pour monter dans un TGV. Donc il y a une partie de la clientèle qu'on peut capter comme ça. En ce qui concerne Châtellerault, je voulais parler Châtellerault et Futuroscope. Ce qu'on ne changera pas, c'est la place de Châtellerault sur la ligne. Châtellerault n'est pas sur la ligne nouvelle. Donc ça, on n'y fera rien, pas plus que Futuroscope. En revanche, nous pouvons améliorer l'accès du voyageur, parce que c'est quand même ça qui compte, l'accès du voyageur et la qualité de l'accès au TGV pour aller à Paris et à Bordeaux depuis Châtellerault et depuis Futuroscope. Vraiment, pour finir, Maryse Lavrard, c'est satisfaisant ça, si vous permettez, juste on encore... peut passer la soirée sur les TER, mais c'est vrai que là, on ne parle pas du TER, je parle du TGV. Oui, mais les TER 1,5 minutes qui permettent d'accéder au TGV. Nous avons déjà, avec l'agglomération de Poitiers, avec l'agglomération de Châtellerault, avec le département de la Vienne, la région a mis en place une desserte cadencée de 22 allers-retours entre Châtellerault et Poitiers qui desservent la gare du Futuroscope. Donc pour aller du Futuroscope à Poitiers ou de Châtellerault à Poitiers pour prendre un train vers Bordeaux, il faut quand même regarder ces solutions-là. Est-ce qu'elles sont correctes? Là, il faut les regarder très précisément. Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles permettent à un voyageur châtelleraudais d'aller rapidement saisir le TGV en gare de Poitiers, même quai? On va juste laisser... J'ai pas fini. C'est pas un discours, hein, monsieur Macaire. C'est très important pour Maryse et il faut que je dise. Le problème, c'est vers Paris. Non, mais il y a des châtelleraudais dans la salle, il ne faut pas éluder. Vous avez une châtelleraudesse qui pourrait s'exprimer si vous lui laissez le micro. C'est vers Paris. Mais non, mais je vous donne une info. On si vous voulez écoute. bien entendre, pour une fois, un journaliste, il veut pour l'avoir. Alors, je vais vous la donner. Il y a quelque chose à faire, effectivement, qui consiste à emmener les gens de Châtellerault, non pas à Tours, comme on le fait aujourd'hui, dans le cadre
liaison TER qui est gérée par la région Centre-Val de Loire, mais à Saint-Pierre-des-Corps. Il faut que nous puissions emmener les voyageurs en TER de Tours à Saint-Pierre-des-Corps sans arrêt, de façon à trouver sur un certain nombre de TGV qui s'arrêtent, pas à Châtellerault, mais qui s'arrêtent à Saint-Pierre-des-Corps, d'accord, de trouver des solutions pour aller de Châtellerault à Paris, avec effectivement un changement de train aussi vite qu'aujourd'hui, voire même peut-être plus vite. Donc ça, il faut qu'on travaille. On va le travailler avec les services de la région, avec Jackie Aymon. C'est peut-être par substitution de services d'aujourd'hui, c'est peut-être par ajout. Et si c'est par ajout, il faut le dire aux contribuables, ça coûtera plus cher. Mais ça fait partie des éléments sur lesquels on doit travailler très concrètement pour répondre à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et Maryse va pouvoir le redire, des entrepreneurs de Châtellerault, puisqu'on l'a vu, on a vu tous les entrepreneurs, enfin pas tous, mais beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui avec Alain. Tous, pas un, ne nous a pas parlé de ce sujet. Il nous faut la liaison vers Paris ou vers Bordeaux. Et ça, on peut l'améliorer. On peut l'améliorer. Maryse Lavrard, en 2 minutes, parce qu'on a déjà bien dépassé le temps qu'on s'était imparti. Alors, on l'avait un peu anticipé, on vous connaît. Quand même, parce que j'ai quand même quelques points de désaccord, malgré tout. Si je comprends la philosophie générale, c'est vrai qu'un voyageur lambda, pour aller à Bordeaux, on peut... Et de toute façon, on travaille au développement du TER entre Châtellerault et Poitiers, voire au-delà, je suis d'accord sur Tours. Enfin, pour une entreprise châtelleraultaise, telle que les grosses entreprises qu'on a vues aujourd'hui, Thales, McAfee et tous les entrepreneurs qu'on a vus, c'est pas pensable. Il faut qu'ils aillent rapidement à Paris et dans la journée pour une réunion. C'est Châtellerault-Paris direct. Mais non, c'est Châtellerault-Paris direct. C'est absolument évident. Sinon, mais les entreprises, on va les perdre. La proposition, c'est de faire mieux qu'avant. C'est pas de faire ouais, enfin, quand on change de train... Bon, vous n'êtes pas convaincu par la proposition du TER plus TGV via Saint-Pierre-des-Corps. Très bien. Non, mais en plus, oui. Mais je crois que pour l'instant... On va peut-être permettre à la salle de poser... Quand même, on se bat pour garder, pour le bassin d'emploi de Châtellerault, qui est quand même le premier bassin industriel, je le rappelle, de la Vienne, voire du Poitou-Charentes maintenant, c'est d'avoir une liaison rapide, directe et fréquente. Très bien. Des questions dans la salle ? Monsieur Cadouin veut réagir. Il faut quand même que je réagisse. Parce que manifestement, le mal absolu, Monsieur Claes, c'est le modèle économique du contrat. Je voudrais juste vous soumettre quelques réalités pour, à votre sagacité. Combien de lignes LGV ont été construites entre la DUP et la réalisation en 9 ans, en 8 ans ? Combien de lignes LGV ont été construites sans aucun dépassement de budget? Si vous en avez en tête, je suis preneur. Quelles sont les parties de la création du train, de la valeur du train, entre l'infrastructure, le matériel roulant et l'exploitation? Quelles sont parmi ces parties celles qui sont soumises à la concurrence? Il y en a une, c'est l'infrastructure. Les trains, il n'y en a pas, et l'exploitation, il n'y en a pas. Voilà. Alors, est-ce que le modèle économique est le mauvais ? J'en suis pas persuadé. Pour répondre ensuite aux capacités de renégociation de l'État vis-à-vis d'un partenaire comme l'ISEA ou comme un autre, elles sont totales. Je pense que le parallèle avec les autoroutes, il est très bon. Les autoroutiers, tout d'un coup, on leur a dit « Ah ben non, on s'est engagé sur les tarifs, on change tout. » Ils disent bah, « Écoutez, non, c'est pas possible. » Non, oui, je sais. Mais en plus, je connais mal le sujet, donc je ne voudrais pas rentrer dans une polémique. En tout cas, les capacités de l'État en négociation sont aussi bonnes que celles des grandes entreprises, de l'État. Ça, Ensuite, quand on a signé un engagement, et bien, quand on ne le respecte pas, effectivement, c'est plus compliqué. Pour négocier, il faut être deux. Il faut être deux des deux côtés. Je me suis senti... Risque important. Donc vous n'êtes pas mis en cause sur le chantier qui s'est déroulé parfaitement, mais c'est un risque important. Voilà. Est-ce que l'État pouvait faire autre chose? Ce que disait la question que posait le président d'Aquitaine, mais le dossier est là. Alors vous dites l'État a la capacité de négocier, mais vous nous provoquez un tout petit peu. Vous le savez bien, vous en rigolez. Hein? Pourquoi? On a bien vu ce qui s'est passé sur les concessions autoroutières. Alain a dit ça de façon plus élégante que moi, parce qu'il est président de région. Il a dit vous avez beaucoup d'avocats, beaucoup d'experts, etc. Mais vous savez que le contrat est bouclé, ficelé. Voilà.
Une intervention de Stéphane Désert, peut-être? Moi, je voudrais... le débat, moi, me surprend un petit peu. En effet, il faut rester, comme vous l'avez dit, sur une note positive. Et les chefs d'entreprise, vous l'avez compris, le son est ambitieuse. Il faut donc... le principe, c'est pas la LGV, c'est savoir si ça va être efficace. Le juge de paix, appelé par Alain Claes, combien de voyageurs vont prendre le train? Ça, c'est la grande question. Mais je crois qu'il faut... C'est là où l'ambition doit se réaliser. C'est l'histoire de la poule et de l'œuf. Hein. C'est de savoir que... Il faut savoir que pour que ça se réalise, ce juge de paix, le préalable, c'est le nombre de dessertes, c'est l'attractivité. Donc il faut régler ce préalable avec ambition. Ça, c'est le point hyper important. Donc, bon, ici, on est à Poitiers, donc on parle moins de Madrid. Vous l'avez compris, enfin, Madrid, ça nous intéresse aussi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des dessertes à Poitiers, etc., qui sont un sujet important. Le deuxième point qui me paraît important, et là, je suis très surpris, c'est la sécurité juridique des conventions. On est dans un état de droit. Et là, je suis très surpris d'entendre, on a une entreprise, l'ISEA, avec des fiscalistes, etc., et un petit État qui n'a pas de fiscalistes, etc. Non, c'est pas vrai. L'État a beaucoup de fonctionnaires, peut-être un peu trop, et dans ces fonctionnaires, on a des brillants inspecteurs des finances, on a des conseillers d'État, on a des fiscalistes, on a des juristes, peut-être un peu trop. Donc non. Moi, juriste, j'ai vu des conventions se défaire dès lors qu'on avait un méchant professionnel et un tout petit consommateur. Mais il ne faut pas exagérer, l'État n'est pas un petit consommateur, l'État est grand. Donc moi, à mon avis, le débat sur ce sujet, avec ma modeste place, est clos. N'affrayez pas les entreprises que je suis, ne remettez pas en cause des conventions qui sont prises. Les conventions tiennent d'une lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il faut assumer. Et les conventions, erreur ou pas erreur, peu importe, ça ne nous intéresse pas. Il faut assumer ces conventions. Je crois que ce n'est pas le bon combat que vous menez. Il faut le clore aujourd'hui et au contraire, remettre de l'ambition, mais à mon avis, c'est l'État qui va dénouer tout ça. Lors du congrès socialiste, dans quelques jours, là, Alain Claes va en parler. Non, c'est vous qui tiendrez, c'est vous qui invitez. D'accord. Et vous allez demander à l'État d'honorer ses engagements, d'être ambitieux et d'aller payer avec la SNCF, de mettre des dessertes comme il les faut. Mais je suis sûr qu'avec vos talents d'orateur, vous arriverez. Vous avez une obligation de résultat. Y a-t-il une dernière question? Il est 8h10. Non? Mais je crois qu'on peut remercier nos intervenants. Si vous permettez, non, parce que j'ai senti une crainte que j'ai eue pendant la journée. Alors, chaque fois que je vois Jean-François, il me fait une piqûre de rappel. Proximité. Je ne veux pas prendre des accents gaulliens. Je veux le dire ici, ma bataille, nous avons d'ailleurs une position totalement commune, que ce soit par rapport à Châtellerault, Angoulême, etc., sur les dessertes LGV. Hein, je suis à donf là-dessus. Il n'y a pas de souci. Je vais d'ailleurs téléphoner aux élus, aux maires, pour avoir l'info. On se trouve dans un premier temps plutôt du côté de l'ISEA, il faut bien l'avouer, pour avoir une amélioration de l'offre, parce que l'économie des transports, c'est une économie de l'offre. Alors après, Alain a raison de rajouter que c'est le nombre de passagers qui va être le juge, mais on va modifier, notamment sur Bordeaux, on va modifier le type de personnes qu'il va fréquenter. Et nous sommes dans un moment où la mobilité est une aspiration. On ne peut pas dire à nos jeunes, si je prends que, allez visiter l'Europe, et puis leur dire de prendre l'avion. On ne peut pas, aujourd'hui, compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, et d'un allongement de la durée de la vie en forme, ben les personnes âgées, elles vont aller visiter la fille, le gendre, je ne sais pas qui, à Paris, à Bordeaux, etc. Il va y avoir une augmentation. Et ça ne peut pas se faire en char à bœuf. Nous avons un effort à faire, et nous l'avons entrepris. Et je crois qu'il faut que tout le monde soit bien d'accord. Parce que ça, ce n'est pas un problème de gauche et de droite. C'est un problème de bonne... Il y a une relation directe entre TER et TGV. Troisièmement, ce n'est pas parce qu'il y a le TGV qu'il y aura une recentralisation sur Bordeaux et sur Toulouse. D'accord? Ça permettra au contraire aux gens de Thalès de Châtellerault d'aller plus facilement en train qu'en voiture pour visiter les sites
ou pouvoir avoir une relation de laboratoire. Parce que si nous n'avons pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, on va se rapprocher des laboratoires de Paris, de Bordeaux, de Toulouse, pour être plus près de la ressource intellectuelle. Donc c'est bien quelque chose d'important que nous avons à vivre. Alors il y a tout un travail d'ingénierie à faire qui est compliqué. Quatrièmement, et c'est un problème de fond, on ne mesure pas. C'est pour ça qu'on vit dans un modèle qui est extrêmement paradoxal. La Cour des comptes, un certain nombre de collègues parlementaires, les messages de la SNCF, c'est ma priorité, c'est de réparer les voies existantes. Et alors ils ont monté tout un système, disant même on n'a plus besoin de grande vitesse. On serait la seule région d'Europe à ne pas avoir la grande vitesse. Est-ce que c'est mal d'aller à 320 à l'heure pour aller voir sa grand-mère ou aller au boulot ou faire un aller-retour dans les journées? Moi, j'avoue que je suis surpris d'un certain nombre de débats intellectuels sur la lutte contre la grande vitesse. Je le dis parce que je le vis sur le Bordeaux-l'Espagne. Hein. C'est pas bien, il faut ralentir. On va trop vite. On va trop vite. Qu'on gagne du temps, que les gens veulent se déplacer, que les jeunes veulent se... On s'en fout. Il faut ralentir. On va planter. Moi, j'ai même eu un débat, je vous le dis à titre de témoignage, quand on avait le débat sur le Sud, certains me disent, mais il faut arrêter les camions à la Brède et on va planter des oranges en Gironde. Bah, attendez le réchauffement climatique. Hein. Hein? Mais on a eu ce genre d'argument hein, quand même. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, il faut remarcher de l'avant. Mais il faut qu'il y ait une réforme de l'État. Cette réforme de l'État signifie que l'État doit mettre aujourd'hui ses moyens sur les politiques régaliennes, que ce soit la justice, l'armée, la police, l'école et la SNCF. Parce qu'aucun gouvernement, chers collègues, n'a refinancé la SNCF. Aucun. Hein. Et aujourd'hui, c'est l'essentiel. Là, je partage ce que dit Jean-François. Ce n'est pas des sommes négligeables dans une période de contraintes budgétaires. Terrible. Hein, terrible. Où il y a du boulot qui est fait. Entre parenthèses. Mais il faut trouver 1,5 milliard par an. Donc pour trouver 1,5 milliard par an, il faut trouver 1 milliard. Bah, c'est plutôt critique à l'égard. Bah, voilà. Mais moi je suis toujours en campagne. Hein. Je veux pas. Ça fait 15 ans que je me bats pour la LGV. Je ne vais pas arrêter. Hein. Voilà, je m'arrête là. Messieurs, dames, merci.